Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur la régulation de la respiration. Donc, dans un premier temps, il nous faut définir ce qu'est la bronchomotricité. Donc c'est la capacité qu'ont les bronchioles, qui sont des petits canaux de l'arbre respiratoire, qui sont capables de soit s'ouvrir, soit se refermer. Donc c'est ce qu'on appelle la bronchomotricité. Et on va voir que ça va avoir un rôle très important dans l'écoulement de l'air ou des gaz respiratoires au niveau de l'arbre bronchique. Alors partons de l'anatomie. Au niveau de l'anatomie, eh bien, on va partir d'abord de la trachée. Cette trachée va se diviser pour donner des bronches. Et en fait, la division, c'est toujours une division par deux. Et on va avoir comme ça un certain nombre de divisions. De la première division à la huitième division, on va avoir une partie où les canaux vont avoir du cartilage. Et donc, ces canaux, c'est ce qu'on appelle les bronches, et ils vont être relativement rigides. Donc, c'est pas la zone où, en fait, on va pouvoir avoir cette notion de bronchomotricité qui va s'appliquer, puisqu'en fait, on ne peut pas les ouvrir ou les fermer à volonté. Cette partie ne participe pas, en fait, aux échanges gazeux. C'est une partie qu'on appelle la partie conductrice. On va aller un petit peu plus profondément et on va s'intéresser de la 8e division à la 23e division, c'est-à-dire on va avoir nos bronches qui vont se diviser, puis ça va donner des canaux qui vont être, qui ne seront plus entourés de cartilage, mais qui vont avoir des muscles lisses tout autour, et ces muscles lisses, s'ils se contractent, vont réduire le diamètre des canaux, et si ils se décontractent, on va ouvrir ces canaux. Ces canaux, on les appelle des bronchioles. Et donc de la 8e division jusqu'à la 23e division, on va avoir ces bronchioles. Petite remarque, la dernière partie qui va à peu près de la 15e division à la 23e division, c'est une partie qui va participer aux échanges gazeux, donc une partie qu'on appelle respiratoire. Entre les deux, entre la 8e et la 15e division à peu près, on va avoir une partie qui est tantôt conductrice, tantôt respiratoire en fonction du niveau de l'effort. Alors 23 divisions, on peut dire que c'est pas beaucoup. Mais si vous partez d'un canal et que vous faites à chaque fois 23 divisions avec un canal qui donne deux canaux, eh bien on obtient à la fin, vous pourrez faire le calcul, 8,4 millions de canaux. C'est énorme. Donc sachant que le premier canal va avoir une section de 2,5 cm² et le deuxième, les 8,4 millions de canaux, si on fait la somme de toutes leurs sections, eh bien on va avoir une section globale de 1 million de centimètres carrés. C'est énorme. Et ça change beaucoup de choses au niveau physique. Parce que si j'applique à un canal qui a une longueur L et un rayon R une loi qu'on appelle la loi de Poiseuille, cette loi de Poiseuille nous dit quoi? Que la résistance à l'écoulement du fluide, donc en l'occurrence nous ici l'air ou les gaz respiratoires, eh bien, est proportionnelle à la longueur et puis est inversement proportionnelle au rayon. Donc ça veut dire que plus la longueur est grande, plus la résistance est grande, plus le rayon est petit, plus la résistance est grande. Or, si on regarde ça au niveau de notre arbre bronchique, plus on va vers la profondeur de l'arbre bronchique, plus la longueur augmente, plus le rayon diminue, donc plus la résistance est importante. Alors comment on va modifier concrètement le débit au niveau de notre arbre bronchique? Donc il va falloir s'intéresser à des canaux qu'on appelle, donc on a appelé tout à l'heure les bronchioles. Ces canaux en fait vont être entourés de muscles lisses qui peuvent se contracter et du coup donner ce qu'on appelle une constriction, ou qui peuvent se décontracter, on appellera ça une dilatation. Si vous êtes asthmatique, par exemple, un jour vous allez sentir que vous avez des difficultés respiratoires, vous prendrez de la ventoline, donc vous étiez dans cet état-ci, des bronchioles relativement fermées, et vous prenez de la ventoline, ça va décontracter les muscles et vous allez obtenir au final une dilatation de ces bronchioles et vous allez sentir que enfin vous allez respirer convenablement. Maintenant, si je prends l'exemple de l'effort, vous êtes en fin d'effort, vous avez donc des bronches bien dilatées, vous allez arrêter votre effort, donc vous allez avoir une constriction et vous reviendrez à un diamètre plus petit, ce qui sera plus adapté à la situation de repos. Tous ces phénomènes, c'est ce qu'on appelle la bronchomotricité, donc dilatation, constriction de nos bronches, donc bronchodilatation, bronchoconstriction, et ça nous permet de modifier la résistance à l'écoulement de l'air et des gaz respiratoires, et donc au final de modifier le débit respiratoire. Alors,
comment est-ce que ces bronchioles peuvent s'ouvrir ou se fermer? Il y a deux situations. Une activation par le système nerveux central par un nerf qu'on appelle le nerf 10, qui par exemple là vous êtes à votre bureau par exemple ou dans votre lit en train de regarder cette vidéo et au final votre nerf 10 fonctionne, il fonctionne tout le temps au repos, on dit qu'il a un tonus et donc il va libérer de l'acétylcholine et il va activer des récepteurs qui se trouvent à la surface des bronchioles et ça va entraîner une baisse du diamètre des bronchioles, donc une vasoconstriction. A l'inverse, si vous avez un petit coup de stress là maintenant, eh bien vous allez libérer de l'adrénaline ou de la noradrénaline et elle va venir s'attacher au niveau de récepteurs spécifiques qui vont donner lieu à une augmentation du diamètre des bronchioles et donc là vous allez avoir vos bronchioles qui vont s'ouvrir. Alors pourquoi cette réponse au stress? Parce que le stress, il faut le considérer comme étant un moment où on va se préparer à un effort. Si on repense au stress au niveau de la préhistoire, et bien effectivement, c'est un moment où il va falloir soit lutter, soit fuir, donc faire un effort. Donc il va falloir ouvrir les bronchioles, et on voit ici sur ce schéma que soit par le système nerveux, soit par le système endocrine, on va avoir une adaptation de la respiration, et notamment de la bronchomotricité, aux besoins. Donc deuxième partie, comment concrètement notre organisme est capable de comprendre sa situation du moment et de répondre du point de vue ventilatoire pour faire que la ventilation réponde aux besoins. Alors d'abord fixons les objectifs. Les objectifs de la respiration, c'est d'abord de maintenir le pH dans des limites physiologiques acceptables, pH du sang notamment, mais aussi du reste de l'organisme. Donc, comment intervient cette respiration? Si on libère du CO2, eh bien, au final, on libère aussi de l'acidité. Puisque plus vous avez de CO2 dans le sang, plus vous avez de H plus produit, donc plus le pH est bas. Donc, plus vous enlevez du CO2 du sang, plus vous allez enlever aussi de H+, donc plus le pH va revenir à des niveaux classiques. Deuxième chose, si vous allez faire du sport, vous allez avoir une hypoxie transitoire, donc aiguë, et votre respiration va accélérer de manière à vous apporter plus d'oxygène. Donc pour ça, il va falloir contrôler le débit respiratoire. Alors ça ne sert pas qu'à faire du sport, ça sert aussi à éternuer, à tousser, à chanter, à parler, à manger. Donc on doit avoir ce contrôle du débit. Et là on constate du coup par rapport à ce que je viens de vous dire ici, que la respiration, on peut la contrôler d'une manière consciente. Regardez, si vous voulez arrêter de respirer, vous arrêtez. Si vous voulez parler, vous parlez. Si vous voulez manger, bloquer votre respiration pour manger, vous mangez. Donc contrairement au cœur, eh bien, où il n'y a pas de contrôle conscient du cœur, ici on a un contrôle conscient de la respiration. Et si on veut contrôler le cœur, eh bien, il faut contrôler la respiration, puisque le cœur va forcément suivre ce qui se passe au niveau de la respiration. Donc je contrôle ma respiration par voie réflexe, du coup mon système cardiovasculaire va s'adapter dans le même sens que la respiration. Donc si je baisse ma fréquence respiratoire et mon amplitude respiratoire, je vais baisser ma fréquence cardiaque. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau du yoga, de la sophrologie, de la cohérence cardiaque par exemple. Bon, nous on va s'intéresser à la situation suivante. Placez-vous maintenant à votre bureau de ministre et vous êtes en train de travailler. Puis vous vient l'idée d'aller courir. Très très bonne idée, donc il va falloir adapter la respiration. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors il va falloir qu'on aille voir du côté des poumons. Qu'est-ce qu'on peut changer comme paramètre physiologique au niveau des poumons? Eh bien on va pouvoir changer le débit respiratoire. Comment? En modifiant la fréquence respiratoire ou l'amplitude respiratoire. Deuxième chose qu'on peut modifier, c'est la résistance à l'écoulement de l'air ou des gaz respiratoires. Comment? En modifiant le diamètre des bronchioles, en jouant sur la bronchomotricité. Sur quel réseau nerveux s'appuie en fait notre organisme pour modifier ces paramètres? Eh bien, d'abord sur un centre respiratoire qu'on trouve au niveau du bulbe rachidien, qui va subir l'influence d'un noyau suprachiasmatique qui correspond à l'horloge biologique de notre organisme et donc il va pouvoir modifier au final la rythmicité de notre respiration. Et puis
euh, les amygdales, enfin pas les amygdales, l'amygdale, excusez-moi, l'amygdale qui se trouve au niveau du cerveau, pas celle que vous avez dans la bouche, l'amygdale qui va notamment intervenir pour tout ce qui va être émotion, et puis le cortex. Le cortex peut agir directement sur le centre respiratoire. Le noyau suprachiasmatique va avoir aussi un lien sur ce centre respiratoire, et puis l'amygdale aussi. Donc on se retrouve avec, au final, le cortex, le noyau suprachiasmatique et l'amygdale qui interviennent. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils transfèrent des informations concernant les émotions, le sommeil, la température. Ils les transfèrent vers le centre respiratoire. Mais le centre respiratoire va s'appuyer aussi sur d'autres informations. Des informations qui lui viennent du sang. Quelle est la quantité de CO2 dans le sang, le pH, la quantité d'oxygène, et aussi du système nerveux. Quelle est la quantité de CO2 dans le système nerveux et quel est le pH que l'on a dans cette zone-là. Et à partir de toutes ces informations, le centre respiratoire va répondre. Il va répondre sur deux cibles, les bronchioles par la bronchomotricité et les muscles, sur les muscles inspiratoires, notamment les muscles intercostaux, le diaphragme, mais aussi, pourquoi pas, sur des muscles annexes tels que les abdominaux et tous les muscles qui permettent au mouvement des épaules. Quels messages entrants sont perçus par le centre respiratoire? Donc, on a cité des messages particuliers comme le sommeil, température, etc. Mais moi ici, je veux vous parler en fait des messages entrants qui viennent du système nerveux. On a parlé du pH, et puis du sang, on a parlé du PCO2, donc de la quantité de CO2, quantité d'oxygène et du pH. Ici, pour ces éléments-là, on s'aperçoit qu'en fait, ce sont des messages chimiques. Ce sont soit des protons, soit du CO2, soit de l'oxygène qui vont être captés. Donc on va utiliser ici ce qu'on appelle des chimiorécepteurs. Ces chimiorécepteurs sont placés au niveau de l'aorte et au niveau des carotides. Et donc ils vont capter ces variations chimiques et envoyer au système nerveux central par le nerf 10 ou par le nerf 9 les informations sur la composition du sang en CO2, en H+, et en oxygène. Ainsi, le système nerveux central, et notamment le centre respiratoire, sera informé de la qualité du sang en sortie de cœur et du sang qui va aller vers la tête, donc vers le cerveau. Deuxième type de message que va recevoir le centre respiratoire, ce sont des messages qu'on appelle des messages mécaniques, donc qui vont être captés par ce que l'on appellera des mécanorécepteurs. Donc tout à l'heure c'était des chimiorécepteurs, là on est sur des mécanorécepteurs. Ces mécanorécepteurs vont au final capter les variations d'étirement des poumons. Lorsqu'on respire, on sent bien qu'il y a des variations d'étirement. Et ces messages vont être envoyés par le nerf 10 au centre respiratoire. Donc le centre respiratoire reçoit des messages des chimiorécepteurs, des messages des mécanorécepteurs, plus des messages des niveaux centraux supérieurs sur un certain nombre d'informations. J'ai cité des émotions, le sommeil, la température, etc. Et donc à partir de toutes ces informations, on a dit que le centre respiratoire allait adapter la respiration aux besoins. Et donc il va y avoir une prise de décision. Cette prise de décision, elle va se faire au niveau du centre de la respiration. Ce centre de la respiration, on va en reparler sur une dernière vidéo concernant la respiration. À très bientôt.